Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes. Aujourd'hui, deux invités, j'allais dire de marque, alors non pas uniquement de par leur fonction, mais aussi de par les responsabilités et leur investissement humaniste, et c'est à ce titre qu'ils sont présents parmi nous, et je les en remercie déjà vivement. Alors, à ma droite, logiquement, je ne devrais pas la présenter parce que vous la connaissez tous, Véronique de Keyser, présidente du Centre d'Action Laïque, toute une trajectoire d'abord comme chercheur, chercheur en psychologie cognitive, professeur à l'Université de Liège, députée européenne, très active dans la défense de toute une série de causes qui touchent certes à la laïcité, mais aussi qui touchent ce que je qualifiais tout à l'heure d'humanisme, et je pense que c'est vraiment ce qui vous caractérise le mieux. Donc bienvenue sur le plateau de La Pensée et les Hommes. À ma gauche, Benoît van der Merch, secrétaire général du Centre d'Action Laïque, tout un parcours également, juriste de l'ULB, nul n'est parfait, hein, bon, mais aussi tout un investissement en faveur de 11-11-11, un investissement aussi, je pense, en faveur de la Ligue des droits de l'homme, où véritablement il a été à la pointe de la défense de dossiers très difficiles et qui restent toujours très sensibles aujourd'hui. C'est donc aussi toute une façon de mettre le droit international, notamment que vous enseignez, hein, de mettre le droit international au service des causes qui sont aussi liées à l'humanisme. Alors aujourd'hui, on va parler de la laïcité au sens large, d'une laïcité qui nous tient à cœur tous, je crois, à La Pensée et les Hommes, et bien évidemment au Centre d'Action Laïque. Et une première question que j'aurais voulu lancer directement dans le débat, quels sont pour vous, Véronique de Keyser, les grands enjeux de la laïcité aujourd'hui? Les grands enjeux de la laïcité aujourd'hui, je pense, c'est pouvoir maintenir le cap humaniste dans lequel elle traverse, je dirais, quasi les siècles, et se décliner avec les temps présents. Et parfois on me dit il y a des menaces sur la laïcité. Oui, il y a des menaces sur la laïcité s'il ne parvient pas à conjuguer cette durabilité, cette pérennité dans ses principes, dans ce à quoi il croit, et en même temps les bouleversements du monde dans lequel elle est aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va arbitrer cet équilibre? Pour moi, ça c'est véritablement les grands enjeux d'aujourd'hui. Il y a un rapport au monde qu'on doit avoir, il y a des caps qu'on doit absolument maintenir, et c'est un arbitrage qui se révèle parfois très difficile et qui est souvent très incompris. D'un certain point de vue, on pourrait peut-être même dire, heureusement qu'il y a des menaces qui pèsent sur la laïcité. C'est que la laïcité a un message aussi qui dérange. La laïcité a un message qui dérange, elle a surtout un message pour le moment qui est mal compris, qui est celui d'universalisme, d'universalité des droits de l'homme, de non-relativisme des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits sont les mêmes pour chacun, ils se déclinent peut-être différemment, mais tous les hommes sont libres, égaux, en dignité, en droit, on devrait répéter ça tout le temps, tous, tous, tous. Et cette universalité aujourd'hui, elle est combattue parce qu'il y a une tendance à l'individualisation, à l'affirmation de la différence, etc. La différence, on y a droit, elle fait partie vraiment de notre paysage, mais elle ne doit pas être la règle qui régit l'organisation de la société. Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble aujourd'hui en affirmant nos différences? Voilà certainement un bel enjeu, en tout cas pour la laïcité. Certainement, et je dirais, vous, en tant que femme, première présidente du Centre d'Action Laïque. Pas première présidente, mais première femme présidente. Première femme présidente. Je me dis, c'est un enjeu qui dépasse très largement même l'horizon de la laïcité belge, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue aussi dans les causes féministes, féminines aujourd'hui, qui est de dire qu'est-ce qui prévaut d'abord, la qualité d'humain entre les personnes, et puis il y a une différence entre l'homme au sens masculin, la femme au sens féminin, et puis les plus âgés, et puis les plus jeunes, et puis tout ce qu'on veut, ou bien est-ce qu'il faut se cliver autour des différences d'entrée de jeu dans le dialogue? Vous avez raison, se cliver sur les différences, affirmer ces différences, oui,
se cliver là-dessus et en faire l'alpha et l'oméga du dialogue, non, certainement. Et quand vous disiez, Benoît, qu'il y avait des enjeux planétaires et des menaces sur la laïcité, que c'était tant mieux, vous aviez entièrement raison. Parce que ce qui peut nous amener à une forme de laïcité qui soit compréhensible pour tous, ce sont les réponses en termes de valeurs, en termes d'affirmation de nos solidarités, de notre sens de l'égalité, qu'on peut donner à des menaces qui sont planétaires. Parce que ces menaces sont planétaires aujourd'hui. Et parce que ni un petit pays, ni un genre, ni une catégorie de personnes ne parviennent à y répondre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui? Il y a plein de choses. Et quand on voit il y a même l'essentiel. Quand il y a des menaces aujourd'hui et qu'on les traite comme ça, on se dit mais mon Dieu, mais on va pouvoir vraiment bâtir ensemble un monde qui, je l'espère, sera plus humain et plus solidaire. Alors Benoît, je me tourne vers vous. Bon, la laïcité, on vient d'évoquer maintenant des termes très universalistes. Bon, ça réjouit le philosophe, évidemment, hein, ce genre de propos. On se voit déjà parce que dans l'héritage des Lumières, etc. Enfin, la laïcité, elle a de nombreux sens. Et il y a notamment cette fameuse tension, ou cette fameuse différence entre la laïcité dite à la française et la laïcité en tant que mouvement que nous allons qualifier à la belge, mais enfin, ça pourrait aller plus loin sans doute si on pense au mouvement de sécularisation de la société dans les pays anglo-saxons. Vous, en tant que juriste, mais aussi en tant que secrétaire général du Centre d'action laïque, comment est-ce que vous voyez notre laïcité d'aujourd'hui, là, maintenant, en Belgique, entre ces deux définitions? Je dirais d'abord c'est un défi. C'est un défi. Comment est-ce qu'on arrive à faire comprendre le concept, à le rendre accessible? Comment est-ce qu'on arrive à ce que chacun se l'approprie? Parce que dans un monde qui est quand même pas un monde paisible, on voit de plus en plus des tournures de sociétés qui se tournent vers des communautés, qui se juxtaposent, et souvent des communautés de dimension confessionnelle. La laïcité est justement la garante du vivre ensemble, de permettre qu'une communauté ne prenne pas le pas sur l'autre, mais qu'on ait au contraire un socle commun qui permet une vie commune, qui respecte justement les convictions des uns et des autres. Et donc on sent bien, la laïcité à la française, la laïcité à la belge, c'est des histoires différentes, et on pourrait faire de multiples émissions sur ce thème, évidemment, mais on reste quand même, au-delà de ces histoires différentes, sur l'idée que nous, ce dont on a envie, ce que l'on veut promouvoir, c'est un être humain qui est maître de... C'est une idée parfois subversive pour certains, mais un être humain libre de ses choix, autonome, émancipé. Et ce que l'on combat à tout prix, c'est plutôt les logiques de cristallisation des appartenances qui font que l'on interdit une mobilité, une possibilité à quelqu'un d'évoluer dans un sens ou dans un autre. La laïcité, c'est effectivement cette liberté de conscience, cette liberté de conviction, d'avoir et la possibilité de poser des choix et de modifier ces choix-là. C'est la garantie aussi, en tout cas, la volonté d'avoir une égalité parfaite du citoyen et que l'action des pouvoirs publics, parce que cette laïcité doit être celle des pouvoirs publics, d'une parfaite impartialité dans le service rendu et d'une seule visée qui est celle de l'intérêt général dans l'action de ces services publics. Ça a l'air simple, c'est en réalité éminemment complexe. Nous sommes dans un pays qui est traversé par une histoire, par des courants, avec des philosophies et des visions du monde terriblement différentes. La formation du dernier gouvernement, par exemple, sur la question de l'IVG, on pourrait y revenir, a été l'exemple insupportable de la mainmise de 12 à 13 députés sur 150 qui arrivent quand même à dicter leur agenda. On se retrouve là dans une dynamique où nous, ce que nous voulons faire prévaloir, c'est d'être universel, dont parlait Véronique de Keyser, et d'arriver à faire sens ensemble. Et je pense que là, les défis sont encore devant nous. Oui, certainement. D'ailleurs, on voit bien que, au niveau certes belge, au niveau francophone en Belgique, mais même dans de nombreuses régions de par le monde, ce type de débat reste un débat absolument d'actualité brûlante. Allez, prenons un simple exemple. Nous venons de vivre plus d'une année absolument extraordinaire au sens premier du terme, où on a mis nos libertés fondamentales entre parenthèses, avec une passivité surprenante de la part de la population. Moi, quand on évoque ce qui a pu se dérouler le 1er avril ou le 1er mai au Bois de la Cambre, je suis surpris que ça n'ait pas explosé beaucoup plus tôt. On se retrouve quand même avec une situation où la population a accepté avec une certaine passivité cette mise en parenthèse des droits fondamentaux, mais dès que l'on vient avec un sujet qui a une portion, qui a une dimension identitaire,
On peut penser au port des signes convictionnels dans l'enseignement supérieur de Wallonie, Bruxelles Enseignement, ou encore très récemment avec l'affaire de l'ordonnance rendue par un tribunal du travail sur la manière dont sont gérés les engagements à la STIP. On prend là une dimension extraordinaire où on se dit tout ce qui touche à l'identité des uns et des autres suscite des passions, alors que justement il faut pouvoir en parler sereinement, rationnellement et revenir à ce qui nous rejoint, ce qui nous lie, plutôt qu'à ce qui nous dit. Alors, un sujet difficile, mais qu'il faut mettre sur la table, je crois qu'il est vraiment passionnant. La laïcité. Vous défendez l'idée, peut-être vous deux en tant que penseurs, mais aussi peut-être en tant que représentants de la laïcité dite organisée, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais enfin on se comprend, institutionnelle. Est-ce que vous défendez l'idée que la laïcité doit être coulée dans des formes constitutionnelles, ou bien le concept de neutralité suffirait, ou bien le compromis à la belge actuelle serait suffisant? Si je peux m'exprimer là, bien sûr. Je pense qu'il ne suffit pas et qu'il ne suffit plus, en tout cas aujourd'hui. Moi, j'aime beaucoup le modèle de compromis à la belge. Vous avez, Baudouin dit que la laïcité française, avec effectivement constitutionnellement une république qui se trouve laïque, qui ne reconnaît pas, qui ne finance pas les cultes. Bon, tout ça est organisé d'une certaine manière en France. Ce n'est pas du tout le cas de la Belgique, qui reconnaît des cultes, qui les finance et qui a un modèle à la belge, c'est-à-dire un modèle de compromis constant en fonction des dynamiques qui sont en train de se créer. Si l'on regarde pour le moment, par exemple, les questions de port des signes convictionnels, Benoît Van der Merch vient d'évoquer le cas de la STIB aujourd'hui, mais il y a eu bien d'autres cas en Belgique. Vous savez que le CAL a défendu le non-port, l'interdiction des signes convictionnels dans des cas très limités et très précis. Très clairement, dans l'espace public et dans l'espace privé ordinaire, le port des signes convictionnels ne gêne absolument personne. On est dans une société où chacun va et vient comme il l'entend, pour autant que le visage ne soit pas complètement masqué pour des questions qu'on a évoquées, qui étaient des questions de sécurité. Mais pour le reste, il y a, et je le répète parce qu'il y a eu une confusion là-dessus, je pense que ce n'est pas inutile de le répéter, oui. Dans l'enseignement obligatoire, lorsque la personne qui enseigne représente l'autorité publique dans l'enseignement officiel, exclut de porter des signes convictionnels. Il faut la neutralité, il y a un décret là-dessus, c'est très clair, on doit s'y conformer. Pour les enfants qui ne sont pas encore des enfants majeurs qui peuvent décider d'eux-mêmes, c'est interdit là. Pour la fonction publique, nous estimons que dans la fonction publique, qui est tout de même quelque chose de très très particulier, parce que ça fait partie des services publics dont on est très fiers, d'un État social pour lequel on s'est battus tous pour l'ériger. Oui, et d'un service à la population. Et d'un service à la population. À toute la population. Il faut que la personne qui rend ce service représente cette fonction publique et cet État, mais il faut aussi qu'elle soit respectée en tant que telle par le public. Et donc, c'est à la fois une affirmation de l'impartialité de l'État d'exiger la neutralité des services publics, c'est en même temps une protection pour ceux qui travaillent d'être complètement couverts par cette neutralité. Ce n'est pas du tout une neutralité d'effacement, c'est une neutralité d'affirmation de cette fonction publique. Ça, nous y tenons beaucoup. Et bien, quand on regarde... Quand vous dites nous, donc c'est le Centre d'Action Le Centre d'Action laïque. Quand on regarde les récents arrêts de la Cour européenne de justice, qui a dû se prononcer sur cette question du compromis à avoir entre un modèle laïque et la liberté d'exprimer sa religion, qu'est-ce qui pèse dans ces arrêts? Le fait que le modèle sur lequel le modèle national soit bien fixé. Et dans les arrêts de cette Cour de justice européenne, je ne vais pas être très longue, quand il s'agit de la France, on dit oui, mais le modèle laïque est là, donc la cohérence, la cohésion sociale, le vivre ensemble est protégé par ce modèle, et il est juste que dans certaines conditions, il y a une certaine limitation de la liberté de religion. Si vous n'avez pas de modèle
nationale, si vous n'avez pas de modèle qui soit clair, qui soit bien défini, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'article 9 va, dans toute sa simplicité, prendre tout son poids, c'est-à-dire il y a une liberté d'exprimer sa religion ou sa conviction, où qu'on soit, en public, en privé, de manière à convaincre son voisin ou pas, etc., etc. Donc, nous avons besoin, si nous voulons maintenir ce qui était un modèle à la belge, de compromis plus ou moins discret sur certains aspects, dans le monde qui est en train de changer, dans les poussées que l'on connaît aujourd'hui, je ne dois pas vous faire un dessin sur l'évolution de ce monde, si nous ne parvenons pas à consolider notre modèle à la belge, il va se détricoter de manière chaotique partout. On va essayer dans l'enseignement, on va essayer dans la fonction publique, il va y avoir un arrêt, un autre, on va modifier les règlements de travail. Oui, il y aura vraiment toutes les politiques avec les petits P. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Oui, bien sûr. Une espèce de mosaïque qui sera illisible et où seront les libertés. C'est pour ça qu'on insiste. Donc le CAL n'est pas néocolonial, contraire aux femmes, contraire aux musulmans, etc., etc. Me dire ça, moi, ça me crève le cœur. Mais non, nous voulons au contraire un vivre ensemble dans un modèle qui soit clair, lisible et solide. C'est pour ça que pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut la laïcité dans la Constitution? Oui, il faut la laïcité dans la Constitution. Il faut des lois qui protègent cette laïcité. Et non pas simplement parce qu'un copain l'a dit, parce que l'un était plus fort, parce qu'un bourgmestre l'a promis. Non, ça ne va plus. Ça ne va plus. Dans le monde d'aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, avec la force des communautés, nous allons dans un mur si nous ne prenons pas une série de mesures démocratiquement. Je ne dis pas qu'on va gagner, je ne dis pas que la position du CAL va gagner. Ça doit être démocratique, ça doit passer par le Parlement. Et je pense que là, c'est un des grands combats qu'il faudra mener, si en tout cas, on veut garder l'essentiel de nos valeurs. Benoît, vous voyez d'autres combats qui vous semblent très importants au niveau de la laïcité aujourd'hui? J'ai envie de rebondir sur ce que disait Véronique de Keyser, en prenant une déclinaison. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus complexe, de zapping, d'immédiateté, où le sens de la nuance manque et où on voit très fort que nos jeunes ont besoin, par rapport à ce monde-là, d'avoir les armes pour pouvoir à la fois le comprendre et agir. Aujourd'hui, se déroule au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux sur la possibilité d'étendre un cours de philosophie et de citoyenneté à 2 heures dans l'enseignement officiel. Dans le monde où on est, après ce qu'on vient de vivre en termes de fake news, de complotisme ou autre, comment ne pas comprendre qu'il est essentiel de discuter de toutes les questions de sens avec tous les élèves réunis ensemble pour justement à comprendre le point de vue de l'autre, le connaître simplement, le discuter avec un professeur formé, avec un programme et dans le respect des personnes. Je pense qu'on s'épargnerait de la sorte bien des problèmes que l'on vit dans notre société aujourd'hui. Vous savez le bonheur que j'ai d'entendre ça. Je me souviens encore d'il y a une vingtaine d'années d'ici, dans un débat laïque à Liège, où j'avais osé avancer des idées de ce type. Je m'étais fait vraiment traiter de personnage du passé qui voulait ramener de la philosophie, qui n'intéresse personne dans les écoles. La vraie laïcité, c'était la morale, enfin, etc. Donc il y avait vraiment des comportements très frileux par rapport à ça. Aujourd'hui, je sens vraiment que le mot philosophie devient très important, même au premier plan. Essentiel, et ce n'est donc pas du tout un combat du passé, c'est au contraire le combat de l'avenir, du présent et de l'avenir. Mais on ne pourra construire que si on donne à chacun les outils pour pouvoir justement construire ce monde de demain. Imaginez qu'aujourd'hui, pour les questions de sens, on laisse encore les élèves être séparés sur base d'une confession qui est bien souvent celle de leurs parents. Ça devient de plus en plus absurde. Véronique de Keyser parlait de juxtaposition de communautés qui ne permettent pas de construire ce monde en commun. Je pense que là, il y a une responsabilité pour nos responsables politiques qui est immense. Or, à quoi on assiste? C'est plutôt, de temps en temps, à des peurs d'oser franchir un pas, parce qu'on se dit qu'on va alors avoir à tel ou tel moment telle critique qui viendra de tel ou tel camp. Et c'est vrai qu'on sait bien quel est le poids des lobbies encore aujourd'hui en Belgique, et en Belgique francophone également, en matière d'enseignement, comme si le spectre de la guerre scolaire tétanisait tous nos responsables politiques. Moi, sur quoi j'ai envie d'insister aujourd'hui, c'est sur le fait qu'on a une occasion unique et que si nos politiques la ratent, ils auront là une responsabilité immense sur leurs épaules par rapport au monde de demain.
Alors on a parlé d'humanisme, on a parlé d'humanité, on a la pensée et les hommes. Quelquefois on m'a d'ailleurs dit, mais pourquoi est-ce que vous ne vous appelez pas la pensée et l'humain? Bon, enfin bref, il y a beaucoup de questions qui sont posées là-dessus. Mais j'amènerais volontiers une question, parce que notre débat est très fort centré sur l'humain au sens universel. Mais quel humain? Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle définition de l'humain aujourd'hui que nous devrions mettre en avant, nous, en tant que laïcs, qui est l'humain dans son interdépendance avec le monde? C'est-à-dire toute cette dimension environnementale, écologique, non pas au sens politique, mais vraiment au sens philosophique, qui manquait jusqu'il y a peu, au fond, dans les réflexions liées à la laïcité, mais aussi dans d'autres domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, nous n'aurions pas intérêt à mettre en avant cette notion d'humain dans son interdépendance avec le monde, empruntant un peu ce concept peut-être à nos amis bouddhistes, et en essayant de montrer que finalement, l'humain, ce n'est pas un singleton, ce n'est pas une idée, c'est un être vivant au milieu du vivant. Cher Baudouin, je ne vais pas emprunter aux bouddhistes mon concept d'interdépendance, je vais plutôt l'emprunter au monde scientifique. Effectivement, on s'aperçoit, et la pandémie en est un terrible exemple, à quel point, rien que si on prend le niveau de la santé, le niveau des épidémies, le niveau des transmissions, la question de l'environnement, de la biodiversité, du climat, de l'interdépendance, de la passation des virus d'une espèce à une autre et de l'espèce animale à l'espèce humaine, puisque 60 à 70% des pandémies sont créées par des transmissions entre animaux et hommes. Et on s'aperçoit aussi qu'il ne suffit plus d'un vaccin qu'on trouverait pour contrôler une maladie, qu'il faut voir toute cette interdépendance des différents champs de la santé. Et c'est ce qu'on appelle le concept de One Health. Il n'y a qu'une seule santé, finalement, au niveau mondial, c'est la santé du vivant, et toutes nos activités interfèrent avec ça. Et donc, les scientifiques ont sorti, depuis une vingtaine d'années, ce concept-là qui a tout à coup gagné à peu près le monde entier. On parle d'une seule santé, on parle de One Health. Et nous avons essayé, cette année-ci, au CAL, sous mes prières, les prières pour une laïque, c'est difficile, mais en tout cas, j'ai souhaité que nous déclinions la laïcité sous cet angle-là également, en disant les enjeux sont dans l'interdépendance aujourd'hui. Tout est interdépendant. Et se rendre compte de notre vulnérabilité et des nécessaires solidarités qu'il faut avoir et de la curiosité qu'il faut avoir d'autrui, que ce autrui soit vous, moi, un étranger, ou que ce soit un animal, une plante qui est en train de crever, eh bien, c'est un nouveau concept. Alors, moi, je ne suis pas du tout une fan de Greta Thunberg. Je trouve qu'Adeline Charlier se défend très bien, mais ce n'est pas faire de l'écologie. C'est une manière de voir le monde et de se dire... C'est une autre définition de l'humain qui est en train d'émerger. C'est une autre définition. Et si on prend, et je termine, toutes les femmes qui aujourd'hui ont retrouvé une voix, parce que moi, je viens d'un temps des dinosaures où on disait les femmes n'écrivent pas. Une femme ne peut pas écrire. Et quand Marguerite Yourcenar est arrivée à l'Académie française, on s'est dit qu'il y avait une erreur de genre, qu'elle n'était pas totalement une femme, ou que c'était un mauvais choix. Enfin bref, il y avait une incongruité. Puis quand Hélène Carrère d'Ancos est arrivée, ben, ça a déjà été un peu mieux. Une femme, par définition, n'écrivait pas. Elle est dans un autre monde, le monde des enfants, le monde du mari, etc. Elle ne peut pas écrire. Aujourd'hui, les femmes écrivent tout le temps. Les femmes écrivent partout. Et ça s'est passé en 50 ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Mais vous êtes philosophe, vous devez l'avoir aperçu, c'est une flopée de femmes philosophes qui aujourd'hui écrivent justement sur cette interdépendance et sur une forme d'universalité ou d'universalisme qui soit assez différente de la manière dont on l'avait évoqué au temps des Lumières. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, mais je dis qu'il y a un mouvement de réflexion. On dit il n'y a plus que les people, il n'y a plus que les réseaux sociaux. Non, il y a un véritable mouvement intellectuel. D'ailleurs, ces femmes disent qu'elles veulent
créer les nouvelles lumières radicales, donc reprendre un petit peu les lumières de Spinoza, mais en les mettant nouvelles lumières radicales. Se quitter avec Spinoza, c'est déjà ouvrir la porte vers d'autres rencontres. Les nouvelles lumières, ça nous fait déjà rêver. Je tiens à vous dire, à l'un et à l'autre, Benoît, Véronique, combien nous avons été honorés de vous recevoir ici sur le plateau de la pensée et les hommes. On comprend qu'il y a matière maintenant à d'autres débats. Vous avez vous-même, Véronique de Keyser, écrit plusieurs livres sur des sujets qui traitent la démocratie en Europe, des sujets qui traitent les violences en Palestine. Oui. Donc vous avez écrit des sujets qui sont vraiment passionnants et on va se revoir pour en parler. Ça a été un grand honneur parce que c'est rencontrer des personnes qui organisent leur pensée autour de la défense de l'humanité, qui organisent leur pensée autour de l'universel, et ça manque beaucoup aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous éclairer davantage, vous montrer un autre versant de la laïcité, qui n'est pas uniquement la laïcité à la belge, mais la laïcité en tant que valeur universelle. Et je vous remercie toutes et tous de votre attention au fil de cette émission que j'ai trouvée personnellement extrêmement enrichissante. À bientôt.